7 mois après la catastrophe environnementale provoquée par les déversements d'affluents acides dans les quartiers Kassapa, Kamatete et Kamisepe, la plupart des mesures de réparation décidées par le gouvernement demeurent lettres mortes. Retour sur le fait. Le mardi 4 novembre 2025, en début d'après-midi, le bassin de rétention numéro 6 des installations de l'entreprise Congo Dongfang Mining cède brutalement. Des milliers de mètres cubes d'effluents acides se déversent dans plusieurs quartiers riverains. Le bilan est lourd. Près de 600 personnes sont prises des malaises. Des puits d'eau sont contaminés et d'importants dégâts sont enregistrés sur la faune, la flore et les terres agricoles. Alertés par des vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux, les autorités nationales réagissent rapidement. Dans la soirée même, le ministre national de Mines, Louis Watum Kabamba, arrive à Lubumbashi et s'y rend directement sur les sites de la catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est hier matin. Oui. On a trouvé des fuites de l'eau à l'extérieur. Oui. C'est ça, c'est comme le titre. Hein. À l'extérieur, il y a un fuite de l'eau, de le stopper. Jusqu'à là, donc. Vous stoppez quoi? De l'eau. L'eau qui venait d'où? On m'a dit c'est. Mais d'ici comment? Je veux comprendre comment l'eau est passée d'ici là-bas. Que quelqu'un m'explique. Par quelle magie l'eau est passée? Parce que même autour de tout ce dam, normalement, le sol est damé à certaines conditions. Ouais. C'est compacté en fait. Okay. Et comment ça a passé ce compactage et c'est sorti de l'autre côté? C'est qui l'ingénieur ici? Moi, je suis un Non, non, c'est qui l'ingénieur? L'ingénieur qui est en charge ici, où est-ce qu'il est? Vous êtes directeur général? Je veux l'ingénieur qui s'occupe de ça. Il est où? Ou le responsable de ce bassin, c'est qui? Quand moi je me déplace, c'est pour poser des questions, avoir des réponses, monsieur. C'est pas pour que vous commencez à balbutier devant moi. Moi, je pose des questions simples et je n'ai pas de réponse. Je veux qu'on m'explique comment l'eau est passée d'ici, sous un sol compacté, pour sortir là-bas. Que quelqu'un m'explique. Qu'est-ce qu'on me raconte ici? D'après les rapports, ils ont dit donc qu'il n'y a pas vraiment, comme vous dites là, cette côté. C'est justement il y a un fuite de l'eau. C'est pourquoi que on peut dire qu'on n'est pas encore constaté la cause. Après 2 jours, vous n'avez pas encore compris ce qu'il y a eu. Ces bassins ne lâchent jamais brusquement. Il y a des signes avant-coureurs. Ce sont des soudures qui sont faites là, sur toutes ces feuilles. Ces choses ne lâchent pas comme ça brusquement. Je veux voir votre plan de gestion environnementale de ces bassins. Le lendemain, 5 novembre, le ministre effectue une nouvelle descente sur le terrain. Il réunit les responsables des CEDEM ainsi que les experts de son ministère. Une commission interministérielle est alors mise en place afin d'établir le cause de l'accident, d'évaluer l'ampleur des dégâts et de proposer des mesures de réparation prévues par le code minier. Le rapport de cette commission est sans équivoque. Les dommages environnementaux sont jugés majeurs et la responsabilité de l'entreprise est clairement établie. À l'issue de cette évaluation, le ministre annonce une série de mesures contraignantes et fixe les conditions devant permettre une éventuelle reprise des activités de l'entreprise. Je suspends toutes les activités minières de cette société pour une période de 3 mois dans un premier temps. Et si c'est nécessaire, nous allons prolonger cette période-là. Et entre-temps, cette société sera tenue de payer tous les émoluments à leurs travailleurs, normalement. Cette société sera tenue à payer tous les dégâts environnementaux, tous les dégâts qui ont été commis. Cette société sera tenue à compenser les populations qui ont été affectées. Et bien sûr, les pénalités vont suivre selon les lois de notre pays. Mais 7 mois plus tard, les populations dénoncent une mise en œuvre très partielle de ces engagements. Selon plusieurs habitants, seuls 3 forages sur les 15 prévus ont été réalisés. Ils déplorent également que ces ouvrages soient présentés par l'entreprise comme des dons ou des réalisations relevant de son cahier des charges, alors qu'ils constituent selon eux des réparations imposées par le gouvernement à la suite de la catastrophe. C'est vraiment malhonnête, parce que c'était prévu, on est venu implanter cette histoire dans le cadre des réparations. Mais à notre grande surprise, on a vu, vous remarquez vous-même que ça a un don. Bon, c'était prévu, selon les informations, c'était prévu 5, mais jusque-là, il n'y a que 2. Mais 2, on nous amène ça comme des dons. Mais c'était prévu qu'il y ait une réparation. Alors c'est là où on n'arrive pas à comprendre. Ils font les dons ou bien c'est une réparation.
Autre sujet d'inquiétude, la dépollution des sites contaminés. Les riverains affirment n'avoir constaté ni assainissement des sols, ni réhabilitation des cours d'eau affectés, encore moins la mise en place d'un mécanisme indépendant de suivi environnemental, pourtant recommandé par les experts. Mon réparation, il est à Inaku. Mais chez qui on attaque tout moins. Les préoccupations concernent également la santé publique. Les spécialistes avaient préconisé un suivi médical à long terme des populations exposées aux métaux lourds présents dans les affluents. Ces jours, aucun programme structuré de surveillance sanitaire n'a été mis en œuvre. La proportionnalité de la décision par rapport à l'ampleur des dégâts. Nous avions écrit une lettre de recours gracieux au ministre des Mines pour dire que la lettre reconnaît que les dégâts étaient énormes, les dégâts étaient majeurs et qu'il fallait qu'on puisse tenir compte de la vulnérabilité différée des communautés locales. Ça veut dire que les maladies peuvent se reproduire plusieurs années après et qu'il faudrait qu'on puisse prendre compte des mécanismes qui pouvaient aider de résoudre ces cas pathologiques s'ils s'avéraient 10, 15, 20 ans après. La question des indemnisations demeure, elle aussi sans réponse. Plusieurs victimes disent n'avoir reçu aucune compensation pour les pertes enregistrées, qu'il s'agisse des dommages causés à leurs habitations, de la destruction de leur culture ou des conséquences subies sur la santé. Nous avions proposé une indemnisation collective des alentours de 100 millions de dollars compte tenu de la jurisprudence internationale. Cependant, le ministre des Mines, tout en reconnaissant l'ampleur des dégâts, avait accordé 6 millions seulement aux communautés locales à raison de 2 millions par quartier. Kamisepe, Kamatete et Kassapa, 2 millions chacun. En plus de ces 2 millions, la lettre du ministre exige à ce que l'entreprise puisse signer un autre accord avec les communautés locales afin de prévenir ce risque différé. C'est dans la lettre du ministre. C'est une exigence préalable à l'ouverture de dégâts, et plutôt à l'ouverture de sites miniers. Et de toutes ces conditions qui ont été données par le ministre, il n'y a aucune condition qui est respectée. Les 6 millions ne sont pas versés aux communautés. Les 15 puits de forage qui ont été exigés préalablement à l'ouverture des sites ne sont pas forés. L'aménagement, la dépollution des puits des populations n'est pas faite. Pour les populations des Kassapa, Kamatete et Kamisepe, la réparation ne peut se résumer à quelques infrastructures isolées. Elle réclame l'application intégrale des décisions prises par le gouvernement et le respect du principe pollueur-payeur consacré par la législation congolaise. Alors que Congo Dongfang Mining CDM a repris ses activités, les communautés affectées attendent toujours que les engagements pris par les autorités après cette catastrophe environnementale se traduisent enfin par des actions concrètes et durables. Contactée, l'entreprise Congo Dongfang Mining n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations.